Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez complète sur la réunion de la Fed demain, puisque je pense que c'est la narration la plus importante du moment. On ira voir qu'est-ce que peut faire Jérôme Powell, le président de la Fed. Vous savez qu'il y a potentiellement une hausse des taux qui est prévue et qui a été déjà pricée par le marché, et ce depuis longtemps. Donc du coup, on va essayer d'aller analyser ce que va faire Jérôme Powell et qu'est-ce que ça va pouvoir éventuellement déclencher demain sur le prix. Donc on va faire ça, on va parler aussi d'inflation, non seulement sur les matières premières, mais aussi d'inflation, bien entendu, du coup, sur la tech, puisqu'on se prépare à un nouveau confinement en Chine. Et puis, ensuite, on ira probablement faire du Glassnode, donc des données on-chain, pour voir si on est bien dans une pattern d'accumulation ou de distribution. Donc je passe en partage d'écran, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement comme à chaque fois. Vous savez que le meilleur moyen que vous ayez d'aider la chaîne, je n'ai rien à vendre, je ne vends pas de formation ou quoi que ce soit. Simplement, je me fais des vidéos tous les jours sur le BTC. Et donc le meilleur moyen que vous ayez à m'encourager à le faire et à me dire de continuer, c'est tout simplement de mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications. J'en profite pour parler rapidement du Discord aussi, Discord sur lequel on est une communauté bien en place maintenant. Je regarde en même temps, voilà, une centaine de personnes. Donc du coup, j'y poste mes vidéos et puis ça parle crypto, avec pas mal de sujets, des indicateurs, des ressources, voilà, de l'entraide, etc. Enfin, tout ce qui peut être intéressant pour des gens qui veulent se renseigner sur ce marché. Donc ensuite, on va faire tout de suite l'analyse chartiste, l'analyse chartiste pure et dure, c'est-à-dire tout simplement regarder un petit peu les figures, les actions de prix, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Si on regarde à très long terme, on est toujours dans cette running flat. Vous comprenez ici qu'on est dans un canal ascendant potentiellement qui n'a pas du tout cassé pour le moment, qui tient, qui a tenu ici au dollar près quand on a touché les 33 000. Pour descendre du haut de cette running flat, on est descendu dans un biseau en élargissement descendant. On est sorti de ce biseau. Ce biseau a une target assez boule, hein, qui est autour des 75 000 dollars. Donc potentiellement, on va retourner tout simplement en haut du canal déjà dans un premier temps. Et puis ensuite le casser, pourquoi pas. Et puis là, à la sortie, on est en train de dessiner pour moi un triangle ascendant. Triangle ascendant qui est une figure plutôt bullish. On a fait une légère déviation là en dehors ces 2 derniers jours sur le FUD autour de la régulation en Europe. Mais on vient de le réintégrer à l'instant T et voilà, on a donc réintégré la figure. Théoriquement, ce type de triangle serait mûr autour et je regarde la date en même temps, 23 avril. Voilà, ça c'est simplement une temporalité. Il peut très bien casser avant, casser après. Il peut très bien casser en bas aussi, hein. Je ne dis pas que tout ça est une donnée, ce sont des statistiques. Donc 62% bullish. Donc voilà, oula, pardon. Voilà pour le point un petit peu chartiste. Maintenant, on va passer à tout ce qui est Fed et voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour de la Fed. Donc, le meeting de la Fed se terminera demain. La conférence de presse aura lieu chez nous à 20 heures. Oui, c'est ça, hein, ouais, dans 22 heures. Oui, donc oui, c'est ça, 20 heures. Ça va être à 20 heures, ouais. 22h34. Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord, ouais. Enfin, dans 22 heures. La conférence de presse aura lieu dans 22h34. Je pense que ça donne 20 heures chez nous. Et j'irai regarder tout à l'heure pour être sûr de vous donner la bonne information. Donc du coup, c'est là que Powell, suite à son meeting avec tous les intervenants de la Banque fédérale, va décider de combien il augmente les taux. Le marché aujourd'hui a pricé, aujourd'hui depuis longtemps, hein, le marché price dit que Powell va augmenter les taux de 0,25%. Il est possible que la hausse soit de 0,50 et ça, les marchés ne le prendraient pas très bien. Pardon. Si on fait 0,25, c'est très bullish, c'est-à-dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais on l'a déjà pricé, donc on va vendre la news et à partir de là, ça devrait libérer le prix de cette narration. Vous comprenez que cette narration, quand est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé très exactement quelque part par ici, voilà, où quand les minutes du meeting précédent avaient fuité et qu'on avait évoqué une possible hausse des taux en mars. Donc cette narration autour de la Fed, elle dure depuis là. Et puis ensuite ici, là, cette narration là, c'est que l'Ukraine commence réellement. Bon, il y avait déjà un petit feu d'Ukraine tout le long,
Mais pour moi, toute cette baisse-là, donc on parle de ici, on parle de 40%, 45% de baisse, est liée à cette rehausse des taux et au fait que beaucoup de gens considèrent que Bitcoin est une action tech américaine, et donc du coup, il est traité en termes d'arbitrage comme un asset à risque, c'est-à-dire que vous sortez des assets risqués étant donné que les obligations et le crédit va plus rapporter. Vous faites un arbitrage et donc du coup, les marchés, bien sûr, ont oversell là, ils ont totalement survendu cette news, mais parfois ça se passe comme ça et c'est normal. Pourquoi Powell pourrait... On va d'abord vite fait aller faire un tour sur les actions. Donc Nasdaq, vous comprenez que le Nasdaq ici, il se rapproche de son premier arrêt. Donc là, on a un potentiel endroit où le Nasdaq pourrait rebondir. D'ailleurs, il n'est pas loin de l'avoir fait aujourd'hui. Il a fait une plutôt bonne journée de 57%. Là, c'est pas le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses actions tech américaines, mais le Nasdaq, je pense qu'il a fait une jolie journée aussi, voilà. Et puis le SP500, un petit peu la même chose. Peut-être qu'on pourrait mettre aussi pour avoir une bonne idée. Ah ben je l'avais mis. Le premier arrêt est ici, donc il est loin de son premier arrêt pour le coup. Vous comprenez ici que c'est normal que le SP500, donc des actions comme Coca-Cola, etc., des grosses actions, ce sont les 500 plus grosses actions américaines, corrigent moins que les actions technologiques, qui rapportent moins aujourd'hui que ceux pour lesquels elles sont pricées. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va regarder aussi un autre indice aujourd'hui parce que il se trouve que le Covid fait son retour en Chine. Le Covid fait son retour en Chine de manière vraiment très, c'est pas très fort. Par contre, les mesures qui sont prises contre le Covid sont extrêmement fortes, hein. En Chine, c'est pas, on fait pas semblant quand on confine, on fait pas à moitié. Et surtout, et ça c'est ce que je vais vous montrer ici, on a dans les zones qui vont être confinées la zone de Shenzhen. Qu'est-ce que c'est Shenzhen? Shenzhen, c'est globalement à peu près ce qu'on pourrait identifier comme l'usine tech du monde. C'est-à-dire que c'est là qu'on fait une bonne partie, je ne sais pas, des téléphones Apple, c'est là qu'on fait une bonne partie des drones DJI, par exemple. C'est là que c'est là qu'est est basé Huawei. Donc c'est des usines énormes, énormissimes. Notamment, il y a des usines à plus de 300 000 personnes à Shenzhen. Et c'est un petit peu l'usine de la Chine qui elle-même est l'usine du monde. Je parle d'usine tech ici, hein, je parle de la tech vraiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si ça reconfine pendant longtemps dans ces endroits-là, ça va nous faire un nouveau choc de l'offre, non pas sur le pétrole, non pas sur... Et là, je vous montre le cours du pétrole qui commence à se calmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces derniers jours, et ça c'est très intéressant à regarder, donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit par rapport, comment dire, par rapport à tout le FUD qu'il peut y avoir. Regardez, on est revenu à des niveaux de pétrole autour de 100 dollars. Ça s'est un petit peu calmé. C'est pas non plus 100 dollars, c'est énorme, mais le blé, bon, ben, on voit qu'il a beaucoup corrigé. Là, il fait un rebond aussi. Mais voilà, bon, c'est les choses qu'on va suivre ensemble là, ici, à partir de maintenant. Et puis, on pourrait regarder éventuellement aussi les commodités. Donc, commodities, c'est les matières premières dans leur ensemble. Et là, on voit qu'on est en train de revenir aussi à des niveaux relativement corrects. En tout cas, ça corrige beaucoup. Ça corrige, ça revient jusqu'au niveau du 24-25 février. Donc, on avait vraiment là ici une explosion, mais peut-être que c'est en train de se calmer. Peut-être que les pourparlers en Ukraine sont en train d'aboutir, qu'il y a des choses qui sont en train de se faire et dont les initiés sur les marchés sont au courant ou sentent, des choses qui sont en train de se régler. Voilà. Pourquoi je parlais de la Chine? Parce que la Chine, elle est vraiment mal au niveau correction. Elle nous a fait une énorme correction. Et ça, comment dire, c'est très très puissant. Vous regardez ici, la Chine a corrigé de moins 70% sur sa tech. Moins 70% sur la tech chinoise. Donc à partir du moment où ça va latéraliser, là, moi je vous conseille de prendre un petit bag d'actions chinoises si vous êtes aussi sur les marchés financiers traditionnel parce qu'il va y avoir forcément quelque chose peut-être un coût intéressant à faire là-dessus. Aujourd'hui, rien que sur la journée, moins 8%. Vous comprenez que ce sont des très grosses corrections. Nous, quand on corrige de 20%, on crie au bear market. Je parle pas de Bitcoin, hein, je parle des marchés traditionnels. Là, vous comprenez que du coup, S&P, il a pris peut-être moins 30 à partir de là, un peu moins que ça. Pardon, moins 15 sur le S&P. Et les actions tech, eh ben, on doit être autour d'un moins 40, moins 22. Donc, premier arrêt, pardon, oui, quand je dis moins 40, c'est par rapport à la hausse précédente. C'est-à-dire
du point qui est parti ici. D'accord? Donc on est parti des 6000 et à partir de là, il faut comprendre que ici, le 0,382, c'est moins 40 de la hausse précédente depuis le dernier plus bas. Donc du coup, il faut comprendre ici que on est potentiellement sur la fin d'un choc au niveau des matières premières, au niveau inflation sur les matières premières. En tout cas, ça corrige, ça se calme, ça pourrait repartir en FUD et repartir, hein, bien entendu. Mais par contre, on est peut-être au début d'un choc sur tout ce qui est, comment dire, vraiment tech et qui, du coup, risque de devenir un petit peu introuvable ou compliqué à avoir, semi-conducteurs, etc. Toutes ces choses-là risquent d'être très compliquées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que Powell peut anticiper tout ça et se dire, ah ben, moi je vais utiliser mes outils qui sont les taux d'inflation, puisque bon, la Fed a beaucoup trop imprimé, bien entendu, de dollars. Et là, vous allez le comprendre si je vous montre comment dire, la masse monétaire américaine et à quel point on est depuis le Covid, donc mars dernier. Ici, donc vous comprenez l'accélération, là, ici, là, on est en 1, là, voilà, ici, à cet instant-là, on dit, bah vas-y, maintenant, on imprime à fond. Donc là, vous comprenez l'accélération énorme qui a eu lieu, et vous comprenez aussi qu'avant, on était plutôt flat sur l'impression, au moment où on était encore basé sur l'or, et ici, en 71, non-convertibilité du dollar en or, donc du coup, entre guillemets, la masse monétaire américaine devient libre. Elle devient libre on ne peut plus comparer et convertir le dollar à l'or. Donc du coup, on est depuis sur une énorme parabole de masse monétaire. Et ça me permet rapidement de vous montrer une charte aussi. Alors, c'est pas ça. Voilà. Si depuis 1950, le dollar a perdu 90% de son pouvoir d'achat. C'est-à-dire là, vous voyez la courbe qui descend. Et donc, depuis 1950, le dollar a totalement dévissé en termes de pouvoir d'achat. Tout comme d'ailleurs les monnaies européennes, etc. Et ça, je vous l'ai expliqué encore une fois hier aussi sur la vidéo où je vous parlais de l'Europe. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, j'ai fait 2 vidéos sur l'Europe là, donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui on a beaucoup parlé donc USA et Chine. Que peut faire Powell demain? Il peut aussi prendre cette décision qui pourtant n'a pas été pricée beaucoup par les marchés, mais il peut très bien prendre cette décision de dire hausse des taux de 0,50. Il y aura plusieurs hausses des taux, donc il peut aussi dire ah qui va piano va bene, c'est ça qu'on dit non? Qui va piano va molto, qui va sono va voilà. Il y aura plusieurs hausses de taux. Est-ce que comment dire, les marchés aujourd'hui price c'est 2% à la fin de l'année. C'est-à-dire que le 14 décembre, on aura eu une hausse de 2% en tout. Donc 0,25, ça reste pour l'instant du pipi de chat. Mais étant donné le contexte un petit peu militaire compliqué, etc., il est vraisemblable quand même que Powell, vous voyez ici comment les pourcentages évoluent. Hein. Tout à l'heure, je vous ai montré, c'était 97 quelque chose. Il est probable il est bien plus que probable que Powell nous donne un 0,25, mais s'il nous donne un 0,50, il faut s'attendre à une journée plutôt bearish sur les assets à risque comme sur Bitcoin. S'il nous donne un 0,25, ça va libérer le prix, en tout cas jusqu'à la prochaine réunion de la Fed, il n'y en a pas en avril, donc elle aura lieu en mai, je pense. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Donc du coup, voilà, vous comprenez ici l'idée. Donc problème d'inflation aussi avec la Chine qui reconfine, la tech qui va être potentiellement plus chère. Par contre, on a un dégonflement ici de l'inflation des matières premières. Donc, ça peut, en fonction des outils que peut avoir la Fed, ils peuvent prendre plusieurs types de décisions différents. Une décision de 0,50 ne serait pas bien acceptée par les marchés. Une décision de 0,25 serait extrêmement bien acceptée parce qu'elle a été pricée comme ça. On considère même qu'on a survendu. Donc du coup, ça veut dire que le prix va reprendre une direction probablement haussière. Comment se passe ce type de journée en général, c'est-à-dire la journée de demain? Souvent, on part dans un sens à l'ouverture, c'est-à-dire à 15h30, l'ouverture de Wall Street, et peut-être même sur ce que va nous donner la session européenne, etc. On part dans un sens, donc ça, la hausse ou la baisse, c'est pas la question. En fonction des rumeurs de la journée, de ce qui se passe réellement sur les marchés, etc., de ce qu'ils se disent, de ce que des insiders savent, des choses, du fait qu'il y a peut-être trop de shorters, etc., on fait un mouvement de liquidation dans un sens, la journée continue, on fait un mouvement de liquidation dans l'autre sens, puisque tout le monde a pricé le nouveau sens dans lequel va le marché, et puis là, on prend une direction
suite à la conférence de presse qui va être dans lequel vraiment, là, pour le coup, l'événement est annoncé. Et donc du coup, attendez-vous à beaucoup de volatilité demain. Vous pouvez trader cette volatilité si vous êtes bien sûr aguerri et que vous sentez bien les choses, mais faites des niveaux de prise de profit rapides parce que ça va bouger dans les deux sens assez rapidement, probablement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, sur ce début de semaine, on a assez peu de volume parce que finalement, les marchés sont assez timides par rapport à ça. J'espère pas avoir été trop long là-dessus. Je vous ai expliqué en tout cas pas mal de choses. Il y a quelque chose d'intéressant ici, je trouve aussi, c'est que Bitcoin se décorrèle un petit peu pour le coup du marché des actions tech. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que là, en ce moment, en fait, les actions tech se prennent quand même une jolie branlée. Alors, Bitcoin s'est pris une belle branlée avant eux, hein, donc du coup, bon, on peut considérer que ça reste tout simplement que Bitcoin est tellement plus risqué que les actions risquées qu'il est encore plus en avance parce que la sensibilité des marchés est plus importante sur lui. Et puis, il faut comprendre ici aussi que euh, voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. On va tout de suite aller faire maintenant l'order flow. L'order flow, donc du coup, carnet d'ordre. Carnet d'ordre, vous voyez ici qu'on a quand même pas beaucoup plus d'ordre à l'achat en dessous que d'ordre à la vente. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, bien entendu, bah, c'est plus facile de monter pour liquider. Et là, je parle pour les market makers et pour les liquidations. C'est plus facile de monter pour liquider les shorters que de descendre pour liquider les longueurs. Donc on commence quand même à accumuler du longueur en dessous parce que ça devient cher pour le prix d'y aller. Est-ce que ces longueurs vont gagner en dessous? Et c'est ce qu'on va aller regarder après tout à l'heure sur l'order flow. Là, vous voyez qu'on est en inspiration, là, le 18, toujours à 39 000, donc rien n'a bougé dans ce sens-là, et toujours à 42 000 pour le vendredi de fin de mois, qui est souvent le plus important. Vous comprenez qu'ici, on a 16 000 bitcoins, ça c'est pour ce vendredi qui arrive, et la semaine d'après, parce que ces options-là sont toujours ouvertes beaucoup plus tôt, donc du coup, on a beaucoup plus de volume sur les options de vendredi de fin de mois. Donc là, 66 000 bitcoins, ça commence à faire un petit pactole quand même, d'autant plus qu'on est encore le 15, donc ça va continuer à se remplir. Ici, magnifique charte noire. Ici, donc, on est sur les liquidations. Cette poche-là de liquidité a été prise. C'est celle dont je vous parlais là il y a 2 jours. Et que pour moi, il était vraisemblable qu'on revienne la prendre. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, ici, au niveau du funding, on a eu très forte augmentation du funding ici, enfin très forte augmentation de l'open interest avec une coïncidé à une augmentation du funding et une hausse du prix. Donc ça veut dire que on a vraisemblablement ici quand même un petit niveau à prendre qui n'a pas encore été pris, que je vais vous matérialiser ici comme ça. Là, vous comprenez que là, le nombre de contrats augmente, le taux d'intérêt variable, on va appeler ça comme ça, des shorters ou longueurs, est en train de revenir positif, donc on a une majorité de longueurs, le taux d'intérêt sera payé par la longueur, puisque c'est un petit peu ça l'idée du funding, c'est un taux d'intérêt variable que vous payez en fonction de la majorité, ce que fait la majorité, hein, voilà, c'est exactement ça en fait. Donc du coup, ensuite, là, le funding continue à augmenter, donc on a encore un autre niveau probablement qui se crée ici, mais vous voyez qu'il a été pris là. Et puis ensuite, ici, on a un gros short qui a été monté sur ce prix-là, mais vous voyez qu'on l'a pris aussi. Et là, on nettoie du shorter, là, vous comprenez, ici, le prix monte beaucoup. Et on nettoie ici de l'open interest. Ici, il était descendu, donc on avait nettoyé du longueur. Là, il monte, donc on nettoie du shorter. Donc on a probablement pris des niveaux qui étaient garés par ici et aussi ce niveau-là où il y avait aussi des longueurs qui étaient rentrées, hein, puisque là, il y a quand même du monde qui rentre dans l'autre sens. Ici, on avait un niveau de short à prendre aussi. On avait bien nettoyé l'open interest. Et là, tout ce mouvement se construit principalement sur du long. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, bon, on avait une majorité de shorters, mais vous comprenez qu'après, le funding augmente. Donc, du coup, pour moi, c'est un niveau à prendre. Pour moi, ceci est un niveau à prendre aussi. Et ici aussi. On avait un niveau là, ici, à prendre. Vous comprenez, là, il y a eu un gros short qui s'est construit là sur cette bosse. Un short qui change même ici carrément le funding, mais il a instantanément été pris. Vous comprenez qu'ici, voilà, ici, il y avait un niveau de short à prendre, mais instantanément, on est venu le chercher. Là, c'est ce qu'on vient de faire.
sur les 20 dernières minutes. Là, le prix est en train de corriger. On a toujours du longueur qui rentre encore, donc on peut vraiment se dire que toute cette zone-là sera à nettoyer. Toute cette zone-là, ça veut dire redescendre au 37 500. C'est vraisemblablement quelque chose qui va se passer ce soir ou peut-être demain en début de journée, justement, quand la volatilité va augmenter en raison du meeting de la Fed qui fait que les marchés sont très tendus. Ici, on va aller voir sur iBlock et c'est une autre manière. Vous comprenez ici que c'est une autre façon de voir ce que je viens déjà de vous dire, mais en fait, avec les gros leviers, au moins, on pourra voir d'une autre manière, une manière plus graphique, voilà, de représenter la chose. Là, c'est un énorme long qui s'est posé ici euh, sur ce pic et qui a tout de suite été nettoyé. Hein. Vous comprenez que là, ici, on parle de 154 millions, 127 millions, 154 millions, 127 millions. C'est que des positions ouvertes en triple, c'est-à-dire avec 3 leviers différents. Et vous comprenez que le prix s'arrête pile ici à la grosse boule. Là, c'était pareil. On avait 3 positions qui étaient construites à base de 200 millions par position. Tout de suite, on est venu chercher ces mecs-là. Le prix n'a même pas hésité une seconde. C'est plus difficile aujourd'hui pour les market makers, et ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de descendre que de monter. Comme il n'y a pas d'ordre dans le canal d'ordre à la vente, c'est très facile de monter. Par contre, là, et ça c'est les niveaux dont je vous parlais aussi à l'instant, quand je vous ai dit, ah tiens, là, le funding augmente, et en même temps, on a des niveaux à venir chercher. En fait, je vous redis 2 fois la même chose. C'est juste que graphiquement, je la représente différemment, et que là, on voit mieux les prix de liquidation, parce que tout à l'heure, je vous donne des pics, et je vous dis, on va aller prendre ce niveau-là. Mais là, on comprend que ce short ici, il a été construit en levier 25, donc le point à prendre est plutôt 4% en dessous du prix. En tout cas, ce que je vous ai dit ici, c'est 37 500, un petit dip à 37 500 pour nettoyer un petit peu ce qui est en dessous là. Et franchement, je pense que c'est peut-être ce qui va potentiellement se passer sur l'order flow prochainement. Un petit Kingfisher pour la route, et puis ensuite, on va vite fait aller voir les news. Donc là, je pense que c'est parce qu'il n'est pas tout à fait à jour, notre ami, mais cette mèche, pour moi, elle a été prise. Oui, c'est ça, toute cette mèche-là a été prise. Du coup, 20h40, ouais, voilà, dans l'heure qui vient de passer. On vient de prendre à l'instant cette mèche-là et on est autour des 39 500, c'est ça, voilà. Donc là, on a nettoyé cette grosse mèche, là, ça c'est fait. Et malheureusement, ben là, il faudra attendre un petit peu pour qu'ils nous mettent à jour les mèches suivantes. Mais bon, en gros, vous comprenez un petit peu l'idée ici. Alors, vite fait les news. J'aurais dû le faire d'ailleurs avant. Donc, il y a sénateur Joe Manchin qui donne une opposition je pense que c'est une candidature, ça, pour un poste à la Fed. Sarah Bloom Raskin, j'ai déjà entendu parler d'elle. Donc, il y a quelqu'un qui a mis son veto, apparemment. Je ne sais pas si c'est très important, mais bon, voilà. Et hop, excusez-moi, d'autant plus que là, voilà, les news vont toujours la Russie qui bombarde Kiev, tandis que les leaders européens arrivent en Ukraine. Voilà, un sommet à Bruxelles, etc. Donc voilà, je sais qu'il y a eu des pourparlers qui apparemment étaient quand même. Ah ben, Raskins, elle s'est retirée d'ailleurs. Donc je sais qu'il y a eu des pourparlers par rapport à ça et qu'il y a eu aussi des nouvelles sanctions, etc. Bon, enfin bon, voilà, ça continue un petit peu de. Et voilà, et puis là, le Bitcoin qui nous fait un petit breakout, ça je suppose que ça date de cette nuit. Pendant que les traders price la hausse des taux de la Fed pour 2022. Donc vous voyez que les gens sont plutôt bullish sur ce 0,25. C'est du coup peut-être ça qui va faire que la Fed va en décider autrement aussi. Souvent les insiders, vous comprenez que ces gens-là ont aussi des infos de l'intérieur. Là je regarde vraiment tout ce qu'il y a comme news aujourd'hui, et c'est un petit peu à peu près les mêmes choses, donc ça reste de la Fed. Ouais, voilà, donc rien de bien foufou sur les news. On va revenir ici sur l'action de prix, et je pense qu'on va aller faire un petit point Glassnode. Ouais, 24 minutes, on va essayer de faire vite, et puis ça clôturera cette vidéo autour des 30. Donc, Glassnode, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Ça, je vais y revenir après, parce que pour moi, c'est plus intéressant de construire un petit peu la vidéo autrement. Alors ça, c'est une nouvelle métrique Glassnode qui est sortie. Elle est disponible pour les T2, je crois, donc les abonnements à 29 euros. Je crois pas qu'elle est en T1. T1, c'est le gratuit.
Et là, on voit qu'en fait, alors c'est le score d'accumulation, c'est Accumulation Trend Score ou quelque chose comme ça, j'ai pas le titre là, mais et du coup, ici, on voit qu'il y a une très forte accumulation sur la descente à partir du deuxième, du premier sommet et depuis le début de l'année finalement. Donc très forte accumulation. Et là, on voit que sur ce range, l'accumulation se calme un petit peu. La semaine dernière, elle était assez importante. Elle a été assez importante, c'est-à-dire ça, c'est au moment de vraiment, c'est même pas la semaine dernière, c'est plus l'invasion de l'Ukraine et tout ce qui a suivi. Et là, elle est en train de se calmer. Donc ça, c'est pas très bon. Ça nous fait dire que les acheteurs perdent un peu de momentum. Il y a un petit peu de perte de momentum en termes d'accumulation du côté des acheteurs. Ça dit à peu près la même chose. Les CDD, c'est les Coin Days Destroyed. C'est un petit peu l'inverse de la dormance, c'est-à-dire quand il y a un réveil au niveau des Coin Days Destroyed. En fait, quand vous gardez un BTC pendant un jour, vous créez un Coin Day. Quand vous le vendez, vous détruisez un Coin Day. Donc, c'est une affaire de volume. Vous gardez un BTC. Donc, voilà, et pendant un jour et une affaire de temps en même temps. Tout ça implique la dormance, c'est-à-dire le nombre de temps que vous allez garder vos BTC et ça crée des indicateurs de dormance. Ici, on voit qu'on a un petit retour de la CDD, c'est-à-dire la non-dormance. Les coins reviennent à la vie et sont un petit peu vendus. Là, on regarde un petit peu l'âge qu'ont les coins quand ils sont vendus et on voit que principalement, ici, ça, ce sont des très vieux coins. On en a relativement peu finalement et la majorité des coins vendus ici sont plutôt des coins qui ont autour de entre 1 et 3 mois. Ici, c'est un petit peu la même chose, c'est les hodl waves. Alors ça, j'irai peut-être vous le chercher directement sur... c'est plus intéressant si je vous le montre directement sur Glassnode parce qu'on aura les bandes, etc. Donc c'est pas très intéressant de regarder une capture d'écran de ça. Et ici, ça c'est l'offre illiquide. Très important, l'offre illiquide, qu'est-ce que c'est? En fait, Glassnode euh, a compris que certains des portefeuilles ne vendaient jamais plus de 25% de leur portefeuille. Ils en ont fait une classification de portefeuille qui s'appelle l'offre illiquide, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vendent jamais plus de 25% de leur portefeuille, donc qui sont vraisemblablement des holders ou des gens qui gardent leur offre sur des cold storage, donc des cold ledger, des cold wallets, pardon. Voilà, ce genre de choses. Donc là, c'est très important de voir qu'il y a une divergence entre ce que fait le prix et l'offre illiquide qui continue à augmenter. Donc on est sur une zone où les gens qui savent, les holders, etc., et les gens qui, en général, ont des très vieux portefeuilles ou alors sont dans le Bitcoin depuis un certain moment et vendent très peu, y compris pendant les FUD, sont ici en train d'accumuler. Donc ça, c'est très intéressant. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle de l'offre liquide. Et ici, vous voyez qu'on est sur le Market Inflation Rate. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, la courbe orange, c'est les nouveaux bitcoins qui sont minés. Donc là, on voit très bien d'ailleurs les halvings. Vous voyez qu'ici, paf, d'un coup, ça descend parce qu'il y a de moins en moins de bitcoins qui vont être minés au fil des ans. Donc on voit bien ici les chocs que représentent les halvings. Et puis ici, c'est les long-term holders. Et on va dire que c'est relié à un ratio et c'est leur ratio de distribution, on va dire. Voilà, pour le faire simple, on va faire comme ça. C'est-à-dire que quand ce ratio augmente, ça veut dire que les long-term holders sont en train de distribuer. Quand ce ratio diminue, ça veut dire que les long-term holders sont en train d'accumuler. À partir du moment où ils accumulent à peu près ce qui est nouvellement créé en Bitcoin, on peut comprendre que ça n'a pas d'action sur le prix. C'est-à-dire que les nouveaux Bitcoins qui sont créés, de toute façon, absorbent cette accumulation ou cette distribution par les long-term holders. C'est exactement la situation qu'on avait en 2020 où le prix s'est vraiment baladé sur le côté, tout simplement parce que ils absorbaient littéralement simplement les nouveaux bitcoins qui étaient créés tous les jours. Donc ça n'avait pas d'action sur le prix. Le fait qu'ils étaient ici, notamment sur cette période-là, en train d'accumuler, n'avait pas d'action sur le prix. Là, on voit qu'on est plutôt sur un ratio ici où le ratio est très bas, donc on a une forte accumulation par les long-term holders et qui est largement supérieur à ce qui est comment dire, nouvellement créé comme Bitcoin tous les ans. Je crois que c'est x12. Oui, c'est ça, c'est x12 par rapport à ce qui est nouvellement créé. Donc, ça veut dire que sous très peu, cette accumulation massive des long-term holders pourrait commencer à avoir, pourvu qu'elle continue, hein, bien sûr, pourrait commencer à avoir une action positive sur le prix.
Ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. On va revenir sur le hodl wave parce que c'est vraiment une donnée qui est intéressante. Donc, on va revenir directement sur Glassnode ici. Tac. Et on va chercher hodl waves. Voilà. Alors, du coup, ici, vous avez les hodl waves. Donc, qu'est-ce que c'est que les hodl waves? C'est tout simplement l'âge des coins qui ne sont pas dépensés, qui sont gardés par les gens. Et c'est une valeur, et ça, c'est très important de le comprendre, en Bitcoin. Donc, ça veut dire que on peut vraiment réfléchir en termes de la largeur des bandes. Et puis, comme on réfléchit en Bitcoin, on met de côté la valeur, en fait, la valeur, puisqu'on reste en Bitcoin. Un Bitcoin, il y a 10 ans, c'est toujours un Bitcoin aujourd'hui, vous comprenez. Mais c'est plutôt vraiment quelles sont les bandes d'âge des coins qui sont holdés. Et là, ce que je trouve qu'il est très intéressant de voir, c'est la grosseur, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, je le sors de la newsletter de Glassnode qui a montré cet indicateur, mais moi j'aime beaucoup cet indicateur aussi. C'est la grosseur de la bande jaune, là, sur laquelle j'ai ma souris qui augmente. Vous voyez ici qu'on est sur la bande jaune, donc autour des 9%, 10%, 11%, 12%, 15%, 17%, et à l'instant T, 17%. Donc x2 pour les coins de 1 à 2 ans. Ça veut dire que depuis le dip de juillet, voire depuis le dip de mai, voire en fait depuis le dernier ATH, puisque là finalement si vous regardez, le 1er janvier on était à 40 000 et là ici le 1er janvier on était à 40 000 aussi. Finalement les coins qui étaient déjà âgés d'un an ont très peu bougé de main. Donc là, on a un vrai comportement de holder qui est en train de se créer, de gens qui avaient déjà des BTC là, ici, ou qui les ont achetés par là, et qui ne veulent pas les vendre au prix auquel ils les avaient déjà achetés. Puisque si on se met 2 ans en arrière, on devrait être même par ici, c'est des gens qui sont en profit, hein, littéralement. Oui, c'est ça, janvier 2021, ouais, c'est ça, on était à un prix de 27 000 dollars. Et ben ils n'ont déjà pas vendu, bon, ils en ont vendu certainement une partie, mais on voit que la bande se rétrécit, hein, d'ailleurs, là, donc on voit qu'ils vendent un petit peu. Mais par contre, il y a une réaccumulation, là, ici, de tous ces gens-là. Donc, il y en a certains qui ont non seulement holdé, mais d'autres qui ont aussi accumulé. Rétrécissement de la bande des 6 à 12 mois, mais vous voyez qu'ici, elle était quand même vraiment énorme en termes de proportion. On était à 21%, et là, on est descendu à 14%. Donc, ça veut dire que on a probablement des gens ici qui sortent du marché, qui avaient, comment dire, réacheté après le dip de juillet, et qui, sur cette descente, ont revendu. Se sont fait peur et ils ont vendu. Donc là, vous comprenez le comportement de deux bandes qui pour moi sont les plus significatives hein, en termes de mouvement. Ici en haut, cette bande qui grossit, en fait, elle grossit naturellement parce que c'est les coins de Satoshi Nakamoto. Hein, donc c'est des coins qui bougeront probablement jamais. Voilà, donc voilà, c'est une bande qui grossit, c'est les coins perdus, etc. Ça représente 12% de l'offre, donc c'est intéressant à regarder. Je sais pas, ouais, c'est un T2 celui-là, c'est une métrique qui est T2. Et ici, les coins de 7 à 10 ans qui finalement, là, ici, il n'y a pas eu en fait énormément de ventes sur ces 2 dernières années. Vous voyez, sur ce bull run là, il n'y a pas eu énormément de coins qui vendent. Donc, on peut penser qu'il y en a une partie qui sont perdues aussi. On peut penser aussi que c'est vraiment pour le coup, ça avait déjà quand même ici pas mal diminué. Voilà, ça reste une métrique qui reste, je trouve, souvent autour de 6 ou 7%. Voilà. Voilà pour cette métrique que je trouve super intéressante. Vous voyez qu'ici, les coins qui sont vraiment chauds, tous ceux qui sont dans des couleurs chaudes, ici, il y a eu une forte diminution sur ce premier dip. Pourquoi? Parce que souvent, les nouveaux entrants sur le marché, au premier dip à 30%, etc., ils se font peur et ils prennent profit, ils vendent tout. Très souvent, c'est une manière de faire de la part des short-term holders qui est très souvent, c'est très souvent comme ça. Et ici, vous voyez que c'est massif sell-off tout l'été. Toute cette bande, elle est relativement en train de diminuer. Et là, par les short-term holders, on a une réaccumulation. C'est normal aussi, hein, parce que le prix descend, bien entendu. Et on est en train ici de réaccumuler et de redescendre. Vous comprenez, ça fait une bosse qui redescend. Donc du coup, c'est intéressant à regarder aussi. Après tout ça, bien sûr, la temporalité aussi fait qu'il y a des coins qui passent dans les bandes du dessus et les bandes du dessus et ainsi de suite. Vous comprenez que forcément, par nature, si jamais rien ne se passait, tous les coins dans 10 ans termineraient en violet. Mais
vous comprenez un petit peu les dynamiques de marché, je trouve, avec ce type d'indicateur qui est intéressante. Pour ceux qui ont réussi à suivre jusque-là, et donc du coup, c'était vraiment pour le coup un gros temps passé sur Glassnode, mais je trouve que c'est intéressant de le faire de temps en temps. Et bien tout simplement, c'est la fin de cette vidéo pour moi. Donc vous comprenez que pour moi, petit dip avant de repartir et potentiellement bonne nouvelle demain. Je pense que ça sera quand même 0,25 l'histoire. Il est possible que ça soit 0,50, mais j'y crois pas beaucoup. Mais ça reste une possibilité, il faut quand même l'intégrer, comment dire, dans notre univers cognitif. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Encore une fois, sur l'action de prix, si on devait vraiment donner quelque chose, pour moi, ça serait 37,5. Et ensuite, sincèrement, si la news est bonne, on tape au moins les 40, on pète au moins les 42, 43, je pense. Et ça, demain ou dans les jours prochains. Si la news est bonne, c'est-à-dire 0,25. Il n'est pas obligatoire que les marchés réagissent exactement comme ils devraient, parce qu'ils ont peut-être déjà trouvé une réponse dans le prix au travers de ce qui se passe cette nuit ou de demain si on continue à augmenter, etc. Le marché pourra considérer de lui-même que cette nouvelle a déjà été repricée à la hausse. Vous comprenez que là, ici, il y a une rumeur très forte comme quoi ça va être 0,25 l'augmentation. Donc du coup, elle va déjà avoir un petit peu de sa valeur déjà posée dans le prix. On peut même imaginer que depuis donc cette augmentation-là fait déjà partie. Alors, ouais, voilà, donc même on est là maintenant, pardon. Les 16% d'augmentation ici sont déjà une partie du fait qu'une majeure partie des agents du marché pensent que la Fed va n'augmenter que de 0,25. Donc, dans ce que devrait être la target d'une augmentation rapide et fiable, la rumeur a été tellement forte, c'est ça que je veux dire, que Powell va faire 0,25, qu'elle est déjà un petit peu incluse dans le prix. Si on devait remonter de 30%, par exemple, on n'aurait encore que 15% sous le pied, c'est ça que je veux dire. Mais sincèrement, pour moi, si on nous sort 0,25, a priori, c'est sûr qu'on ira au 42, voire 43, en tout cas dans un avenir proche. Pour vendredi, on avait un max pen price à 39, je crois. On a aussi des gens à liquider, hein, ça il faut le comprendre. On a du long à liquider, donc il y a du boulot dans ce sens-là. Il va y avoir une pression vendeuse ici par les market makers pour venir faire baisser le prix. On a une pression des options, des vendeurs d'options, qui vont probablement ici essayer de maintenir le prix vers le bas de manière à tenir jusqu'à vendredi sans avoir une explosion. Et puis on a aussi voilà, cette pression acheteuse qui perd un petit peu de son momentum. Et ça, je vous l'ai expliqué sur la accumulation trend. Mais là, c'est pareil, on aimerait bien que ça repasse au-dessus. Il va falloir qu'il y ait vraiment déjà qu'on crosse ce niveau-là, ça c'est sûr. Ce niveau-là doit être crossé. Et puis après qu'on revienne faire un plus haut ici par rapport à ce niveau-là. Donc ces deux niveaux-là sont très importants à passer pour revenir sur une tendance haussière, au moins court terme, sur Bitcoin. Vous voyez ici que sur le Money Flow, l'argent n'arrête pas de sortir de ce projet depuis maintenant, depuis le 4 décembre où vraiment il y avait eu ce gros sell-off. Après, sinon, avant le 4 décembre, on restait encore un petit peu dans une structure haussière. Mais le 4 décembre, on en est vraiment sorti. Je parle de cette structure haussière-là, c'est-à-dire ici, ça c'était un dip jusqu'où c'était pas grave. Et là, vous voyez la ligne violette ici. Et le 4 décembre, on la pète, mais on la pète violemment. Et puis on construit cette espèce d'épaule tête-épaule. Voilà, tout ça est encore dans les tuyaux. On n'est pas à l'abri d'un sell-off aussi. Tout dépendra, et j'en parlais parce que j'en parlais ce matin sur le Discord. Tout dépendra de s'il y a un gros FUD et que à ce moment-là, la narration libère le prix de ce chemin de moindre résistance. Pour l'instant, le chemin de moindre résistance, il est en haut ici pour les market makers. Mais si jamais il y a un gros FUD et que le marché commence à sell-off de lui-même, les market makers vont continuer à pousser ce marché. Et là, il est évident que le prix pourrait, bien entendu, aller chercher ces niveaux ici autour des 24-26. Ce n'est pas une obligation que de monter. Néanmoins, on voit qu'il y a une très forte accumulation et on voit que
ces niveaux-là sont pas si frais et pas. Il y a potentiellement déjà beaucoup de profit qui a été pris sur ces niveaux-là. Ils sont déjà un petit peu vieux. Maintenant, si on continue à traîner au 38 700, 38 500, 38, 37, bah, il va y avoir des longs qui vont se créer en dessous. Donc, il y a un moment donné où, bien évidemment, c'est pas très bon parce qu'il faudra aller les chercher avant de repartir. C'est tout pour moi aujourd'hui. Désolé pour cette longue vidéo, mais je pense qu'il y avait un petit peu de contenu dedans qui peut intéresser pas mal de monde. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, euh, mettez en commentaire la plus grande satisfaction de votre vie, le moment où vous avez senti que vous étiez dans une satisfaction intense, le moment où vraiment vous vous êtes dit que vous aviez, je sais pas, achevé quelque chose ou que vous étiez heureux ou que voilà, un moment spécial pour vous en termes de satisfaction et d'achèvement personnel, ça se dit ça? Achèvement personnel? Oui, c'est ça, achèvement personnel. Bon, désolé, je perds un petit peu mes mots. Ça fait quand même 40 minutes que je parle, donc du coup, c'est un petit peu normal. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et voilà, merci pour tout. Salut.